Bonjour à tous. On va encore se donner 1 ou 2 minutes avant de commencer. À tout de suite. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à ce premier webinaire interne qui, pour nous, est l'occasion de tester un nouvel outil qui sera largement utilisé au cours des prochaines semaines, notamment alors dès demain dans le cadre d'un webinaire auprès des organismes de formation, et qui doit nous permettre aussi de passer un certain nombre d'informations à l'ensemble des équipes, et notamment aujourd'hui avec le retour sur l'enquête qui a été menée par Dimitri sur le recours au projet de transition professionnelle du point de vue des conseillers en évolution professionnelle. Alors, au départ, l'idée, c'était donc à ma demande, de mettre en place effectivement un sondage auprès des conseillers en évolution professionnelle pour identifier, de leur point de vue en tant que professionnels, qu'est-ce qui pouvait éventuellement être un frein à la mobilisation du projet de transition professionnelle, et également quelles sont les forces, on va dire, du dispositif sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. L'objectif, c'était vraiment d'aller sur la question du dispositif et pas de transition pro. Donc, on n'est pas sur une enquête de satisfaction sur nos services, même si un certain nombre de choses vont apparaître, vous allez le voir, mais vraiment de se poser la question sur le dispositif, de manière à voir éventuellement quels seraient les ajustements qui sont à notre main, qu'on pourrait mener, et ceux qu'on pourrait éventuellement faire remonter au réseau pour de futures évolutions potentielles du dispositif, surtout dans le contexte de crise et avec le plan de relance qui s'annonce, pour lequel il sera peut-être nécessaire d'envisager un certain nombre d'aménagements. Voilà, donc moi je vous en dis pas plus et je passe la parole à Dimitri qui va présenter les résultats de l'enquête et peut-être un peu la méthode. Enfin, je te laisse œuvrer. Oui. À toi de jouer. Bonjour à tous. Alors pour démarrer, un petit point sur la manière dont cette enquête a été réalisée. Donc comme Lionel vient de l'expliquer, on était sur une enquête qui visait à identifier ce qui peut faciliter ou limiter le recours au dispositif du projet de transition professionnelle. L'enquête a été diffusée auprès de 3 opérateurs du CEP, donc le consortium CCI-CIBC, l'APEC et Cap Emploi. Au total, on a pu recueillir 30 retours des conseillers en évolution professionnelle sur tout le territoire, sur tout le Grand Est. Je précise qu'il ne s'agissait pas donc d'un questionnaire sous forme de QCM. En gros, on ne souhaitait pas influencer
les réponses des CEP. Donc, il s'agit de, alors j'ai écrit commentaire libre, en fait, c'est une expression libre, on va dire, des CEP. C'est eux-mêmes qui ont pu exprimer ce qui, pour eux, constitue des facilitants ou des limitants dans le recours au PTP. Alors, juste ce qu'on peut dire là, c'est que du coup, les CEP qui ont été interrogés sont ceux qui, aujourd'hui, sont en contact avec les actifs occupés, donc les salariés. Et que 30 conseillers sur un consortium, sur ces 3 acteurs, c'est relativement représentatif, puisque, pour mémoire, au FONGECIF, qui assurait la mission au préalable, il n'y avait pas 30 conseillers. Donc voilà, c'est déjà un chiffre représentatif sur le territoire. Et il y a bien eu effectivement des réponses. Alors il s'agissait d'un questionnaire anonyme, donc les CEP n'avaient pas à s'identifier, à donner leur identité, mais à travers les réponses qu'ils ont pu donner, on peut quand même deviner qui répond à quoi, en fonction des problématiques qui sont principalement gérées par un de ces opérateurs. On voit que dans les réponses apportées, ils se trahissent un petit peu sur quelle structure, dans quelle structure ils évoluent. Un tout petit point de méthode. Donc, vous avez un chat sur la droite. Donc, n'hésitez pas, puisque on est dans le cadre d'un webinaire et pas d'une visio. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous, on les verra apparaître au fur et à mesure et on pourra, si on le peut, si on a les éléments, apporter les réponses. On peut passer à la suivante. Donc voilà, l'objectif à travers cette enquête, donc Lionel vient déjà de le préciser, donc on va voir qu'effectivement leurs réponses permettent d'identifier d'éventuels leviers, soit en interne, donc pour transition pro grand test, qu'est-ce qui peut être fait pour jouer sur l'accès et la mobilisation du PTP. Également à l'externe, ça peut questionner le rôle des opérateurs CEP, notamment dans cet objectif-là. Et puis en partenariat, en articulation avec l'ensemble des opérateurs, entre les opérateurs et puis entre Transition Pro et les opérateurs. Alors voilà, vous avez à l'écran les questions, éventuellement les réflexions que ça peut amener. Donc finalement, qui peut contribuer à quoi pour mobiliser le PTP, pour faciliter le recours au PTP. Et puis en interne, j'espère que ce qu'on va vous présenter là peut éventuellement vous inspirer des réflexions ou des perspectives sur ce qu'on peut faire à notre niveau pour améliorer le recours au dispositif. On essaie de voir là. Est-ce que vous voyez la slide cette fois? Ou pas? En attendant de voir si le problème est réglé. L'enquête, en fait, vous allez voir, elle est découpée en 2 parties. Là, c'est bon, super. Donc l'enquête est découpée en 2 parties. Il y a une partie en fait où on a été chercher les retours des CEP eux-mêmes, donc ce que eux, en tant que professionnels, identifient comme facilitant ou comme frein dans le recours au PTP. Et puis, vous verrez, il y a une deuxième partie de l'enquête où là, on est allé chercher finalement ce que les CEP entendent de la part des bénéficiaires sur ces mêmes questions de limitants ou de facilitants au dispositif. La première question qu'on leur a posée, c'est de savoir finalement le recours au PTP, il est envisagé sous quel axe? Est-ce qu'il est envisagé parce qu'il s'agit d'une proposition du conseiller à son bénéficiaire ou est-ce qu'il s'agit d'une demande directe du bénéficiaire lui-même de recourir au PTP? Donc on voit que la demande émane majoritairement des bénéficiaires eux-mêmes, donc à 60%, ce sont les bénéficiaires qui demandent au CEP un recours au PTP et qui demandent du coup un accompagnement, une forme d'accompagnement autour de la mobilisation et de la mise en œuvre de ce dispositif. La proposition du CEP, elle est donc à 40%
Et généralement, il s'agit donc d'une proposition qui est faite quand les bénéficiaires ne connaissent pas le dispositif. Donc ces 40%, on pourrait presque se dire, il y a environ 60% des personnes qui rencontrent qui connaissent le dispositif et 40% qui ne le connaissent pas forcément encore et où le CEP a un rôle de communication sur l'existence du dispositif et sur sa mise en œuvre. Alors, les facilitants pour le recours au PTP selon les CEP sont ceux que vous voyez à l'écran. Donc, à chaque fois, sur chaque slide, vous allez voir 2 ou 3, ou voire même des fois un seul élément apparaître. Et là, globalement, généralement, c'est plutôt 3. Et c'est classé par ordre d'importance. Vous avez le pourcentage en dessous de chaque icône pour vous donner la précision de quelle est l'importance que représente un élément. Donc l'élément le plus fréquemment évoqué par les CEP comme facilitant au PTP, c'est l'aspect confortable du dispositif, à la fois au niveau des conditions de prise en charge, notamment par rapport à la rémunération, et le maintien du statut salarié qui évite finalement des ruptures de parcours, qui a un aspect sécurisant quand on souhaite mettre en œuvre un projet de reconversion. Donc ça, à 24%. À égalité, on retrouve un projet élaboré. Alors, un projet élaboré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon les CEP, plus le besoin en formation est identifié précisément, plus les informations autour de la formation sont précises, la durée de la formation, le lieu de la formation, les dates et bien sûr la certification précise visée. Et plus forcément, il devient facile d'avoir recours au PTP puisqu'on peut se projeter sur les étapes qui permettent de le mobiliser. Et aussi avoir un peu plus de précision sur les conditions de prise en charge, forcément. Le dernier élément qui est mis en avant par les CEP comme facilitant PTP, c'est la relation avec l'employeur. Alors vous verrez qu'on va le retrouver à 2 endroits, à la fois comme facilitant et à la fois comme limitant, parce que ce qui est entendu derrière la relation avec l'employeur, c'est que forcément, plus la relation avec l'employeur est bonne, plus le salarié et son employeur sont en bons termes, et plus ça va être facilitant pour le PTP. Certains CEP voient même l'appui ou l'accord de l'employeur comme une forme de reconnaissance, d'accompagnement de la part de l'employeur vis-à-vis d'un salarié, même s'il s'agit d'une reconversion. Là, on passe aux choses qui sont moins agréables forcément, puisque là, il s'agit des aspects qui peuvent être limitants pour le recours au projet de transition professionnelle. Donc là, 3 éléments à nouveau. On a en premier, à 27%, la procédure administrative et le délai de cette procédure administrative, donc sous-entendu la procédure administrative de constitution de la demande de projet de transition professionnelle. Donc le terme de lourdeur administrative est fréquemment employé par les CEP pour illustrer le poids de la procédure administrative dans la démarche. Et le délai, c'est bien l'idée du délai de traitement du dossier. Donc en gros, le fait de déposer le dossier 3 mois, certains parlent même de 4 mois avant, prouve que ce délai est particulièrement long. Et quand je disais au tout début de la présentation que certains CEP finalement se trahissent dans leur réponse, c'est qu'on voit par exemple des verbatims qui ciblent des salariés en situation de handicap et pour lesquels une réactivité plus accrue serait potentiellement attendue pour le traitement d'un dossier de PTP. Après, c'est, je pense, des informations à prendre avec un peu de prudence. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que nos délais sont longs. Ça veut juste dire que la perception qu'ils peuvent avoir, c'est que les délais peuvent être longs, et notamment ceux qui sont affichés, et pas forcément ceux qu'on met en œuvre. Donc on voit bien que là, c'est aussi la marge de souplesse qu'on a, alors notamment sur les commissions les moins fournies, on va dire, qui est peut-être moins possible sur les commissions les plus importantes, mais
Voilà, quand j'ai vu cet item-là, je me suis dit, bon, ok, il le voit comme ça, mais en même temps, je sais que par ailleurs, tout le monde fait ici les efforts nécessaires pour, jusqu'au dernier moment, pouvoir prendre en compte des dossiers, et notamment pour les personnes qui sont en situation de handicap. Donc, quelque part, c'est presque rassurant, on va dire, qu'ils perçoivent ce délai-là, parce que s'ils ne le percevaient pas, ça veut dire que tous les dossiers seraient traités en urgence, et en même temps, il faut qu'on arrive à faire en sorte et qu'on continue à faire en sorte qu'en cas de situation spécifique, particulière, on puisse avoir cette réactivité pour instruire les dossiers. D'autant qu'on verra que ce qui est intéressant avec cette enquête, finalement, c'est qu'elle elle permet aussi d'aller voir quelle est la représentation des CEP sur la mise en œuvre d'un PTP et sur son fonctionnement. Et finalement, certaines réponses, notamment certains souhaits exprimés par les CEP, sont finalement des choses qui existent déjà, qui sont déjà possibles, mais ça signifie juste que qu'ils ne le savent pas. Qui sont pas au courant et qu'il y a peut-être encore un peu de travail d'interconnaissance et d'information à faire auprès des CEP, soit par le biais de l'opérateur lui-même qui peut transmettre des informations, soit notre rôle aussi, et les deux. Le deuxième élément qui est identifié comme un limitant au PTP, c'est le délai et durée de formation. Alors là, pourquoi on entend encore une fois la notion de délai? C'est plus le délai de mise en œuvre par rapport au calendrier de formation. C'est-à-dire que le PTP étant dépendant des démarrages de formation, des entrées en formation, forcément, certains bénéficiaires se retrouvent un peu coincés parce qu'ils sont plus tout à fait dans les temps par rapport aux sessions de formation proposées par les organismes de formation. Aussi par rapport à le délai de traitement du côté de la formation, de l'organisme de formation. La notion du fait de devoir organiser le bilan de positionnement en amont, de passer éventuellement des tests, les inscriptions, tous ces aspects-là représentent pour les CEP des éléments qui peuvent limiter le recours ou en tout cas reporter le recours au PTP à plus tard quand on loupe un peu le coche des sessions de formation. Et puis, durée de formation, ça cible un élément bien connu, c'est-à-dire la prise en charge maximum 1 an, qui est aussi souvent mise en avant. Et l'exemple qui est donné dans les verbatims conseillés, c'est majoritairement l'exemple des formations des diplômes d'état d'infirmier. En disant, voilà, ça c'est une vraie problématique parce que ça peut limiter le recours. Certaines personnes préfèrent ne pas y aller ou chercher carrément un autre financement par crainte de n'avoir qu'une seule année de prise en charge. Ils vont pas prendre le risque de se lancer sur le dispositif avec une seule année seulement. Ok, donc c'est-à-dire que sur ce sujet-là, et je sais que notamment le consortium privé avait sollicité la région, mais c'est-à-dire que l'information qui aujourd'hui se diffuse sur le fait que quelle que soit la situation de la personne, dès lors qu'elle a eu un financement dans le cadre de la formation continue la première année, elle aura de fait un financement de la région sur les coûts pédagogiques l'année 2 et 3 et une possibilité de maintien, enfin en tout cas de versement de l'allocation retour à l'emploi. Donc il y a quand même sur ce sujet-là peut-être des éléments de clarification qu'il faut continuer à diffuser pour dire certes, transition pro est limitée à la prise en charge d'une année, et c'est là pour la peine des recommandations qui sont celles de France Compétences. Mais malgré tout, il y a des solutions, même si elles ne sont pas idéales, elles existent. Complètement. Et puis on retrouve comme limitant la relation avec l'employeur, là dans le côté obscur des choses, on va dire, c'est que nécessairement, si la relation avec l'employeur est pas au beau fixe, forcément il y a un risque à démarche, à mobiliser le PTP, puisqu'il suppose de formuler une demande d'autorisation d'absence, et que si le dialogue est rompu avec l'employeur, ça peut vite devenir une difficulté dans le recours au PTP. Alors 16%, c'est pas, ça existe, quoi. C'est oui. Sans être énorme, mais pour autant, je pense que là, il faut que on trouve à s'autoriser et à organiser et à scénariser la manière dont on peut intervenir dans ces situations-là. Je sais que c'est fait déjà, mais un petit peu à l'industrialiser ou à le systématiser. C'est parfois la médiation d'un tiers auprès de l'employeur
peut débloquer une situation, puisqu'on sait très bien que quand le dialogue est rompu, parfois le PTP peut être un bon moyen de rompre, au-delà du dialogue, le contrat, dans des conditions qui sont favorables et à la personne et à l'employeur finalement. Donc il y a peut-être simplement parfois besoin de rassurer les employeurs sur ce point. Et je dois changer les dialogues. Alors, au niveau donc on leur a posé la question, cette fois non plus simplement en termes de recours au dispositif, mais bien de mise en œuvre du PTP. C'est-à-dire que là, on passe à l'étape, ça y est, on met en place un dossier, une démarche visant à mobiliser le dispositif du projet de transition professionnelle. Qu'est-ce qui facilite la mise en œuvre du dispositif? Alors là, l'élément le plus important qui a été souligné, c'est le dossier dématérialisé. C'est plutôt une bonne nouvelle finalement. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc à 55%, les CEP estiment que ça a vraiment changé les choses dans le bon sens. Les verbatims soulignent la facilité de mise en œuvre, l'accès à l'espace personnel, le fait de pouvoir téléverser les documents en ligne, l'autonomie que ça permet aussi pour les bénéficiaires, pour certains bénéficiaires, de pouvoir constituer la démarche, le dossier, pardon. Et puis de faciliter d'une certaine manière l'intervention de chacun, donc du bénéficiaire, de l'organisme de formation et de l'employeur. Donc c'est vraiment vu comme un changement très positif pour les CEP. Il y a quelques verbatims qui vont complètement dans le sens inverse, mais c'est vraiment des cas isolés, parce que clairement la majorité, c'est le dossier dématérialisé qui est souligné. Ça renvoie à l'appropriation même des CEP de la dématérialisation, c'est-à-dire que les personnes qui vont monter un dossier de projet de transition professionnelle vont faire peut-être une fois dans leur vie, peut-être deux, mais c'est-à-dire que voilà, pour eux, c'est une découverte à chaque fois qu'ils le font, alors que les conseillers sont là, accompagnent un certain nombre de personnes, et une fois qu'ils l'ont fait une première fois, ils sont notre relais dans les territoires pour pouvoir constituer ce dossier-là et permettre de simplifier le parcours de la personne. Donc ça, c'est un véritable axe de travail. S'ils le reconnaissent déjà à 55%, c'est qu'on part sur des bases qui sont bonnes. L'idée, ce serait que peut-être dans un an, on obtienne un 80% à cet endroit-là. Et à la fois, nous devons continuer à accompagner les bénéficiaires, mais on voit bien qu'il y a un axe fort sur l'accompagnement des CEP eux-mêmes pour qu'ils soient facilitants. Et pas que Transition Pro, et Transition Pro avec les CEP, qui soient facilitants sur l'usage de la dématérialisation. On reviendra justement aussi autour de ça, parce qu'il y a eu à la toute fin, on verra des propositions d'amélioration qui ont été proposées par les CEP, là encore une fois sur de l'expression libre. Et il y a des propositions qui concernent globalement un peu tous les éléments qu'on voit là. Alors, les difficultés de mise en œuvre du PTP, donc on est toujours sur, on est en train de constituer la demande, qu'est-ce qui cette fois-ci freine la démarche. En majorité, on retrouve la question du respect des délais pour la constitution du dossier. La démarche auprès de l'organisme de formation, l'employeur, la chronologie de tout ça, la réactivité de chacun de ses interlocuteurs. Et puis, les CEP soulignent qu'ils sont exposés aussi fréquemment à des demandes qui se font malgré tout dans l'urgence. Alors, dans l'urgence, tout en respectant le délai de 3-4 mois, mais tout juste. Donc, du coup, ça met un peu de pression. Ça met un peu de pression au CEP. Et voilà, donc ça, c'est un des aspects qui rend difficile les choses pour eux. Le deuxième élément qui est vu comme une difficulté de mise en œuvre du PTP, donc pour le CEP, c'est la démarche de demande d'autorisation d'absence, c'est-à-dire qu'il se pose encore parfois les questions sur la forme que ça doit prendre, sur l'approche qui peut être adoptée pour aller vers son employeur et formuler cette demande d'autorisation d'absence. C'est une étape qui leur semble assez délicate. L'autre élément, donc troisième élément qui est vu un peu comme un frein à la démarche, comme une difficulté,
C'est des priorités. Alors, pourquoi c'est vu comme une difficulté? À la fois parce que ils se disent c'est des fois compliqué d'accompagner et de mettre en œuvre un PTP quand on accueille un public qui n'est pas nécessairement prioritaire ou pour lesquels on peut avoir des doutes sur le caractère prioritaire de la demande. Et encore une fois, là, on a des CEP qui se trahissent parce que souvent, ce qui était précisé dans ce type de réponse, c'était concernant en fait le public cadre. Voilà, ça c'est un élément qui est revenu souvent, l'ouverture des priorités, ou plutôt là en l'occurrence la limitation des priorités vis-à-vis du public cadre. Oui, alors, oui. Et c'est vrai que je pense que l'affichage des priorités, faut pas que ça devienne un frein à la constitution des dossiers. Et si les CEP eux-mêmes l'identifient comme tel, c'est à accompagner. C'est-à-dire que effectivement, les cadres potentiellement sont moins prioritaires, mais moins prioritaires ne veut pas dire non éligibles. Et les nouvelles priorités d'ailleurs qui seront mises en place d'ici la fin de l'année sur les priorités régionales viendront compenser en partie cet aspect-là. Et puis ça reste un vrai travail à faire avec, dans le cadre de ta mission, dans le cadre du suivi du CEP, sur quelles sont les alternatives qui peuvent exister, puisque il y a quand même d'autres choses qui sont possibles. Voilà. Bah, c'est à la fois, alors les résultats qu'on vous présente aujourd'hui, ils ont déjà fait l'objet d'une restitution auprès des CEP en octobre, lors de la dernière rencontre avec les opérateurs CEP. Et on a pu rapidement, mais on va y revenir, avec eux, parler de cette question-là, et notamment des conseillers APEC qui soulignaient encore l'importance des priorités dans la démarche à leurs yeux. Et c'est vrai que il y a une sensibilisation à faire sur l'aspect ingénierie du dossier qui dépasse les priorités et qui peut aussi compenser les priorités. Donc ingénierie de parcours et ingénierie financière. Il y a encore un travail à faire avec eux là-dessus pour qu'ils saisissent que ça peut être des leviers pour compenser effectivement les priorités. Et on reviendra avec eux là-dessus. Et c'est vrai que, petite parenthèse, mais sur le webinaire Semaine de l'évolution professionnelle là, qui ont eu lieu, j'étais intervenu sur la formation, justement, sur les dispositifs de formation. C'est vrai que les participants ont souligné, il y a eu plusieurs retours sur la question des priorités. On sent que c'est vraiment un point qui marque les esprits. Il y a peut-être effectivement des choses à faire autour de ça. Le dernier élément mis en avant par les CEP, c'est la présentation de projet. Alors, c'est pas vraiment c'est pas exactement qu'ils ont une difficulté avec ça. En tout cas, ils saisissent l'importance de cette partie-là. Ça, c'est clair. On voit bien dans leur verbatim qu'ils comprennent l'importance de la présentation de projet. Ils se posent encore parfois les questions sur quels éléments peuvent être apportés au dossier qui viendront étayer le projet et servir réellement à la commission d'instruction. Alors, les éléments aidant à la mise en œuvre du PTP, alors là, ça peut être notre petit moment de gloire personnel, puisque à 71%, l'élément aidant le plus mis en avant par les CEP, c'est Transition Pro Grand Est, c'est nous, les appuis de toutes sortes apportés par Transition Pro. Alors quand je dis tout service, toute mission, ce qu'il y a derrière ça pour les CEP, c'est le site internet, les informations disponibles sur le site internet, les documents téléchargeables sur le site qui sont vraiment mis en avant comme des éléments aidants, les échanges avec l'ensemble des services, tous les services sont cités, avec les chargés d'accueil information, avec les personnes à l'instruction, avec même des personnes du remboursement et même les chargés de mission. Les différentes webinaires justement qu'on peut leur proposer en appui et en éclairage pour qu'ils se saisissent des dispositifs, pas seulement du PTP. Et puis sur les espaces personnels, ils mettent aussi beaucoup en avant le support de présentation de projets. Donc les fenêtres sont présentation de projets, les rubriques sont jugées pertinentes par les CEP
Et il a été souligné que les petites infobules qui s'affichent à côté de chaque champ à remplir sont très aidantes. Je déborde un petit peu, mais au pire, on reviendra pas dessus au moment de la slide sur les améliorations proposées. Mais ils aimeraient bien, par exemple, que cette infobulle soit affichée en permanence à côté du champ de saisie. Alors qu'aujourd'hui, c'est seulement quand on clique dans ce champ que la bulle s'affiche. En fait, je voudrais que ça apparaisse en permanence à côté de chaque rubrique parce que ça faciliterait justement le travail. Voilà. C'est un petit point de détail. Donc, on voit que effectivement là, on remplit bien notre rôle auprès des CEP comme facilitateur de la mobilisation des dispositifs. Que les articulations avec eux ont l'air de bien fonctionner. Ce qui est particulièrement important, on regarde notre présence territoriale, hein, je l'ai déjà dit, mais je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Les CEP sont vraiment véritablement nos relais sur les territoires et notre capacité à les outiller, c'est essentiel pour permettre d'atteindre le bénéficiaire in fine. Voilà, donc c'est bien, 71%, très bien. Surtout sur une année de démarrage, je pense qu'on peut s'en féliciter et se dire qu'il faut vraiment continuer dans cette direction-là, quoi. Les autres, enfin les 29% restants sont pas des personnes qui jugent que Transition Pro n'appuie pas. Hein. Ils expriment d'autres choses très diverses et du coup que j'ai pas forcément fait apparaître là parce que c'est trop varié. Et puis certaines réponses mériteraient d'être précisées, en fait. On leur a posé la question. Ouais, il y a des réactions de joie là sur la slide d'avant qui font plaisir. Le remplissage du dossier en ligne plus la saisie du projet serait peut-être pertinent d'insérer ou d'imaginer une animation qui renvoie à un accompagnement possible avec un CEP. Ouais, voilà, ça peut être intéressant. Concernant la norme, ce qui est structurant, ça fait réfléchir. Voilà, c'est objectif atteint. Alors, on leur a posé la question aussi dans le cas où justement il y a des difficultés sur le recours au PTP et sur la mise en œuvre du PTP, quelles sont les alternatives qui sont abordées avec les bénéficiaires qui sollicitent le CEP. Vous les avez ici à l'écran, classés par, encore une fois, sous forme de top réponse. Donc la principale alternative envisagée, c'est le dispositif démissionnaire. Alors il faut mettre ça en lien avec une des difficultés qui avait été soulignée auparavant, qui est justement la difficulté vis-à-vis de l'employeur. C'est-à-dire que du coup, le dispositif démissionnaire a cet intérêt, c'est ce qu'on retrouve dans les verbatim, de contourner la démarche auprès de l'employeur et du coup devient une alternative privilégiée par les CEP, mais à condition. C'est-à-dire on voit bien quand même qu'ils restent vigilants sur l'éligibilité au dispositif, notamment à l'allocation retour à l'emploi, et puis à l'ingénierie du parcours ou au projet qui est derrière, c'est-à-dire éventuellement aller vérifier qu'il peut y avoir une source de financement du coup autre que Transition Pro s'il y a un besoin de formation dans le cas d'un démissionnaire reconversion par exemple. Pas seulement, mais en particulier là. Donc on voit bien que il y a cette alternative qui est majoritairement envisagée, mais avec toutes les précautions requises pour se dire est-ce que vraiment ça peut être la réponse. Sachant qu'on retrouve la même chose quand on interroge sur le dispositif démissionnaire, ce qui ressort, c'est qu'effectivement, en grande partie, c'est mobilisé en raison de la difficulté qu'il peut y avoir avec l'employeur, et une manière plus simple de, quelque part, rompre la relation avec l'employeur plutôt que d'utiliser le PTP. Ça se confirme quand on interroge les uns ou les autres, donc c'est que cette information-là est vraiment à prendre en compte. Et quand je parlais d'accompagnement tout à l'heure, il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là.
La deuxième alternative évoquée, ce sera la rupture conventionnelle. Encore une fois, si elle est aussi représentée, c'est toujours parce que la principale difficulté, une des principales difficultés, ou plutôt un des principaux avantages du démissionnaire ou de la rupture conventionnelle, c'est qu'indirectement, on n'est pas dans le même rapport avec l'employeur dans le cadre de la rupture conventionnelle, même s'il a forcément son mot à dire sur ce sujet, mais c'est un moyen de se libérer du lien contractuel avec l'employeur. Ensuite, on trouve le CPF autonome, l'autofinancement, la formation à distance ou la formation hors temps de travail, le financement, demande de financement à l'employeur du salarié en direct, la validation d'acquis d'expérience, et en dernier, et ça représente une seule réponse, un retour sur le projet, donc une réflexion, on reprend la réflexion et on retravaille le projet avec les personnes pour essayer de trouver d'autres manières d'atteindre une évolution professionnelle qu'éventuellement en passant par un dispositif, en passant par une formation, ou voilà, ça peut reprendre le travail sur le projet. Personnellement, j'aurais aimé voir ça comme une réponse c'est beaucoup plus représenté que celle-là. Mais voilà. Bon, ça reste un axe également de travail à faire, à voir avec les conseillers. C'est quoi les alternatives, quoi, hein, comment on peut s'y prendre autrement. Et là-dessus, on a de la matière. Un petit peu de matière, effectivement. J'avais déjà lancé un petit peu la perche là-dessus sur des expérimentations qu'on avait menées en 2018, 17-18, je crois. Sur ce sujet-là, justement sur des alternatives quand il y a des difficultés sur l'accès ou le recours ou la mise en œuvre à un dispositif. Donc ça a déjà été lancé, ils sont intéressés, donc on va pouvoir aller un peu là-dessus. On passe au résultat de l'enquête, mais cette fois-ci, donc la perception des bénéficiaires est entendue par les CEP. Donc là, en gros, on demande aux CEP qu'est-ce que vous entendez de la part des bénéficiaires que vous rencontrez ou que vous accompagnez même sur le PTP, sur le recours au PTP, sur la mise en œuvre du PTP. On va retrouver des choses similaires à la perception des CEP et des choses différentes malgré tout. En tant que facilitant, on retrouve les mêmes éléments que le CEP, c'est-à-dire le confort du dispositif en termes de prise en charge financière, le maintien de salaire, la prise en charge du coût de formation qui sont jugés très favorables, et le maintien du statut salarié qui évite de prendre, enfin en gros c'est le dispositif avec filet, quoi, tout simplement. Et puis les bénéficiaires soulignent que pour eux, ce qui facilite le recours au PTP, c'est l'appui d'un conseiller en évolution professionnelle pour connaître les informations, notamment en termes de prise en charge, d'éligibilité, de démarches administratives. On va le voir justement dans les précisions après. Au niveau des difficultés, on retrouve deux aspects qu'on avait déjà vus chez les CEP. Donc la demande d'autorisation d'absence, c'est pas ce qui arrivait en premier pour les CEP, mais en tout cas c'est ce qui arrive en premier pour les salariés. Donc ça, cette étape-là, forcément, il y a une inquiétude sur la réaction de l'employeur, et puis il y a beaucoup de questions autour de quelle approche, donc ça c'était un point partagé avec les CEP, quelle approche je prends pour en parler avec mon employeur, quelle forme, quel délai, et puis effectivement la crainte de ce qui peut se produire au niveau de l'employeur face à cette démarche-là, face à cette demande. Le respect des délais, alors ça aussi c'est un aspect important souligné comme une difficulté. Donc là on retrouve en gros les mêmes éléments, hein, les délais, la chronologie, et puis les délais pour se rapprocher de son employeur, de l'organisme de formation, notamment parce que en tant que salarié, certains estiment qu'ils n'ont peut-être pas toute la disponibilité requise pour faire ces démarches-là facilement, puisqu'ils travaillent à côté, en fait, simplement. Et le troisième et dernier élément, c'est l'incertitude. Alors voilà, c'est très large, mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? Il y a à la fois effectivement l'incertitude de la réaction de l'employeur vis-à-vis de la demande d'autorisation d'absence,
l'incertitude de la réponse vis-à-vis de la demande de financement, donc de la réponse de la commission d'instruction, et puis l'incertitude même au niveau de la concrétisation du projet, ce qui peut se passer une fois que une fois que la formation sera réalisée. C'est un élément, c'est un élément qui est souligné par les bénéficiaires souvent que il y a des inquiétudes à ce niveau-là, ce qui semble logique. On a posé la question au CEP, donc finalement, quels sont les principaux appuis justement demandés par les bénéficiaires au CEP dans la mise en œuvre d'un PTP. En majorité, il y a un accompagnement administratif qui est demandé au CEP. Donc, surtout en termes de chronologie, donc qui contacter, quand les contacter, dans quel ordre, comment on renseigne le dossier. Souvent, les bénéficiaires demandent à vérifier un peu la complétude du dossier auprès du CEP. Il y a vraiment un appui administratif qui est le plus représenté. Le deuxième élément demandé le plus fréquemment selon les CEP, c'est des éléments qui touchent à la formalisation du projet. Donc, encore une fois, on retrouve comment écrire le projet, comment étayer son projet, quels documents on peut joindre pour argumenter, pour appuyer son projet. Et ensuite, le dernier élément qui est souligné, c'est tout ce qui concerne l'offre de formation, donc la recherche de l'offre de formation adaptée au projet de la personne et du bon organisme de formation, parce que souvent les personnes se sentent un peu perdues par rapport à la bonne certification et par rapport au choix de l'organisme de formation en termes même de qualité de l'organisme de formation. Donc là aussi, pas mal d'interactions avec nous finalement. Complètement. On passe à une étape plus générale sur les résultats de l'enquête. Donc là, on va toucher en fait aux améliorations proposées par les CEP et ce qu'ils considèrent comme devant être maintenu, donc entre guillemets les bonnes pratiques au niveau du PTP. Donc ce qui souligne, ce qu'ils souhaitent voir perdurer, c'est globalement la collaboration entre Transition Pro et les CEP. Donc ça, c'est ce qui arrive en premier. La dématérialisation, encore une fois, ça, ils estiment que ça doit se maintenir, ça doit se développer. L'adaptation de parcours. Alors, à la fois, je trouve ça intéressant parce que je pense qu'ils saisissent effectivement l'importance de cet aspect-là, l'adaptation de parcours, tout en soulignant le fait que c'est pas facile, que pour certains dans les verbatims, on voit des CEP dire c'est compliqué parce que les organismes de formation ne jouent pas réellement le jeu à ce niveau-là, que les bénéficiaires de leur côté, ils sont pas vraiment armés pour aller travailler à cet aspect-là avec les organismes de formation. Donc c'est un vrai sujet un vrai axe de travail, et je trouve ça important de souligner qu'ils le voient comme quelque chose qui est important. Voilà, tout simplement. Le choix de formation, enfin le fait qu'on soit sur des formations RNCP, ça c'est vu comme un aspect très positif. Dans les verbatims, je vous donne le verbatim exact parce qu'il est assez amusant. C'est maintenir l'éligibilité des formations RNCP pour éviter la débâcle pédagogique, entre guillemets. Donc c'est un peu violent, mais en même temps c'était assez marrant. Donc ça, ils voient ça comme une forme de gage de qualité sur l'action de formation entreprise. La prise en charge financière, donc les conditions de prise en charge financière, ça c'est vu comme quelque chose qu'il faut maintenir, parce que, encore une fois, on l'a vu, c'est un des éléments qui facilite le recours, puisque c'est la prise en charge qui était mis en avant comme un des éléments les plus facilitants et confortables. Les aides à la rédaction du projet, dans le cadre du PTP, donc ça, ils souhaitent que ça soit maintenu. L'accompagnement CEP,
J'aurais difficilement imaginé qu'ils puissent dire le contraire. Et puis, ils estiment que l'argumentaire des projets qui est demandé, je l'avais déjà un peu dit avant, est jugé pertinent. C'est-à-dire qu'en gros, les différentes rubriques des présentations de projets, ce qui est demandé à ce niveau-là, et notamment encore une fois dans les infobulles, ils estiment de leur point de vue que ce sont des éléments pertinents pour expliciter et argumenter le projet. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça correspond clairement aux enjeux et aux orientations qui ont été prises dès le départ par Transition Pro sur la question de la collaboration, sur la dématérialisation qui a été mise en place très rapidement, sur le martèlement du besoin de l'adaptation de parcours, et puis alors sur l'accompagnement CEP avec la priorité qui est maintenant posée et qui se mettra en œuvre prochainement. On voit qu'il y a une belle cohérence en tout cas entre nos orientations, nos enjeux et ce que nos partenaires identifient comme étant à maintenir. Donc, heureusement. Et je pense que c'est aussi le fruit de ce qu'on distille un peu au quotidien dans nos relations avec eux et avec l'ensemble de l'écosystème. Alors, pour finir, au niveau des améliorations proposées, que souhaiteraient voir les CEP. Il souligne des priorités plus ouvertes. Alors encore une fois, c'était souvent précisé entre parenthèses public cadre. Hein, donc il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là parce que voilà, ils voient les priorités sur les publics les moins qualifiés comme quelque chose qui mériterait d'être plus ouvert. Il souhaiterait que les durées de prise en charge soient plus longues, donc encore une fois qu'on soit sur des prises en charge qui aillent au-delà d'un an, qu'on soit sur des délais plus courts ou plus souples. Encore une fois, ça fait écho à la question du délai de traitement des dossiers. Alors là, on sait qu'effectivement, il peut y avoir éventuellement des souplesses, donc c'est peut-être le signe que certains, effectivement, ne sont pas tout à fait au courant. Une simplification administrative, donc c'est clairement en lien avec la lourdeur administrative qui était soulignée comme un limitant au recours au PTP. Des présentations de projets à l'oral, la possibilité de faire une présentation de projet à l'oral et pas seulement à l'écrit. Donc ça, c'est un thème que j'aimerais bien aller creuser avec les CEP justement quand on les rencontrera pour le mettre un peu à l'échange. Parce que derrière, c'est potentiellement le signe qui ne voit pas tout à fait quel est le process de prise de décision et ce qu'il y a derrière comme, presque j'ai envie de dire, comme valeur. Des supports d'aide à la formalisation et aux procédures. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière le support d'aide à la formalisation et procédures? C'est qu'ils aimeraient voir des choses du type une sorte de support qui permet de faire un rétro-planning des étapes, donc qui contacter, quand, comment, etc. Dans quel ordre. Et puis, vraiment, c'est plus d'aide à la formalisation du dossier. Donc, une sorte de checklist que les personnes peuvent cocher. À vrai dire, là-dessus, c'est pas impossible. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi à eux. Nous, on peut leur proposer. Mais pourquoi qu'est-ce qui les empêcherait, par exemple, eux, de faire un rétro-planning avec le bénéficiaire? En tout cas, ça questionne le rôle de chacun dans tout ça et comment on peut travailler ensemble sur des sujets comme ça. Ils aimeraient que les synthèses CEP soient jointes au dossier. Alors ça, on leur a déjà dit qu'ils pouvaient. Hein, donc, je crois qu'il faut qu'on renforce encore le message. Certains estiment qu'il faudrait un bilan de compétences préalable systématique avant le recours à un PTP. Voilà. Bon, ça aussi, c'est un truc qui pourrait faire l'objet d'échanges. C'est un peu surprenant. Ils aimeraient qu'il y ait des échanges directs entre Transition Pro et les CEP sur les dossiers des bénéficiaires. Une fois, notamment, ce qui est entendu par là, c'est si un dossier est refusé, qu'il puisse y avoir des échanges directs, que le CEP puisse nous contacter, qu'on puisse lui détailler le motif de refus, qu'on puisse lui donner des informations en direct. Ça aussi, ça questionne beaucoup de choses, notamment le lien entre le CEP et le bénéficiaire, la communication entre eux, l'alliance de travail et l'alliance de communication entre eux. En tout cas, il y a des choses à creuser là-dessus. Ils aimeraient que le report de l'employeur soit motivé et argumenté. Donc en gros, là, et on voit, c'est en lien aussi avec le point d'après, obligation d'accord d'absence de l'employeur.
Alors à vrai dire, là il y a à la fois des choses qui existent déjà, hein, parce que techniquement un employeur peut donner un motif à son report, et puis l'obligation d'accord de l'employeur. Bah, dans un sens, l'employeur il ne peut refuser que si la personne n'a pas fait sa demande dans les clous. Donc il n'y a pas vraiment de refus de l'employeur, un report certes, mais pas forcément un refus de la part de l'employeur. Donc là aussi, il y a peut-être des clarifications à avoir avec eux. Des réelles adaptations de parcours des organismes de formation. Donc on voit que ça revient encore une fois comme un élément qu'ils aimeraient véritablement voir apparaître. Et là, encore une fois, il y a peut-être des choses à faire de notre côté comme du leur, à définir. Un accompagnement à la recherche d'emploi après le BTP. Alors ça, encore une fois, j'ai envie de dire, c'est à leurs mains. Un espace opérateur CEP sur notre site. C'est-à-dire que dans les espaces personnels, ils aimeraient qu'il y ait un accès dédié au CEP qui lui permettrait notamment de voir, alors pas forcément toutes les informations du dossier, mais les étapes du dossier, où il en est, quoi. Est-ce que ça a été validé par le bénéficiaire, par l'organisme de formation, par l'employeur, et éventuellement où ils puissent voir si le dossier est accepté sans forcément qu'il y ait le motif ou de détails, mais qu'ils puissent avoir une visibilité sur les étapes du dossier. Et puis conserver une possibilité de dossier papier. Alors là, ils ciblent en particulier des publics qui auraient des difficultés avec l'informatique ou même des difficultés sur des compétences clés, hein, sur le français, sur des choses comme celle-là. Certains publics qui du coup pourraient se retrouver coincés par les exigences un peu administratives autour de tout ça. Voilà pour les résultats. Alors, je pense qu'il y a des choses effectivement intéressantes. Alors, sur l'espace opérateur CEP, dans le cadre de notre site, c'est quelque chose qui est bien dans les tuyaux depuis déjà un certain temps, et notamment dans un premier temps sur la question du démissionnaire. Les développements sont en attente parce qu'en fait, on est sur des sujets sur lesquels il faut qu'il y ait une équité territoriale absolue. Et actuellement, comme notre système n'est pas utilisé par Île-de-France et Bretagne, il y a un blocage au niveau de la DGEFP pour lancer ce projet, en disant on ne peut pas donner un service sur certains territoires et pas sur d'autres. Donc, c'est un développement qui sera mis en place en principe. Alors, dès que la migration des 2 derniers de Transition Pro se fera sur le logiciel Ordesoft. Donc l'échéance premier semestre 2020, je pense, 21, pardon. Voilà, donc ça c'est déjà un sujet, mais c'est effectivement l'idée a été travaillée. Et ça renvoie à la question peut-être aussi des échanges directs entre Transition Pro et CEP et tout ça. Encore une fois, c'est la synergie qu'on y retrouve. Alors, je voulais juste réagir sur deux commentaires. Alors, effectivement, il n'y a pas que les formations RNCP qui sont éligibles au PTP. Alors, pour autant, c'est le retour que font les CEP. C'est pas, voilà, on n'allait pas modifier le retour tel qu'il est arrivé. Et en même temps, je pense que la perception, c'est essentiellement quand même celle du RNCP, même si on sait qu'il y a d'autres formations éligibles dans le cadre du répertoire spécifique, notamment tout ce qui est certification. Et alors Amandine qui pose une question, merci Amandine de poser une question sur est-ce qu'il y a d'autres financeurs interbranches pour la formation en dehors des transitions pro, si on parle de projets de reconversion, si l'on parle de salariés, il n'y a pas pléthore de réponses. Hein. Aujourd'hui, il existe le CPF autonome, il existe la PROA, hein, qui est un dispositif qui est peu mobilisé, mais qui est plutôt un dispositif avec des priorités de branche, donc qui peut favoriser certes des évolutions et des transitions, mais c'est Julie et c'est pas Amandine même. Mais ben alors bon, ok, hein, d'accord, donc c'est Julie, pardon, mais c'est marqué Amandine tout ça. Donc la PROA, mais qui est aujourd'hui peu mobilisée. Et d'ailleurs, dans le cadre du projet qui est en train de se monter dans le cadre du plan de relance, l'idée c'est justement de mettre en place des synergies entre l'ensemble de ces dispositifs-là, que peuvent être la PROA, que peuvent être le PTP, que peuvent être aussi les dispositifs liés autour des périodes opérationnelles de préparation à l'emploi, les POEC, collectives notamment. Donc l'idée, c'est bien de mutualiser les moyens pour permettre davantage de possibilités de transition, puisqu'on voit que c'est un axe
qui est porté par le ministre du Travail dans le cadre du plan de relance. Voilà. Donc, je peux vous en dire beaucoup plus aujourd'hui, puisqu'il y a eu une première proposition du ministère, il y a eu une réponse des partenaires sociaux. Maintenant, on attend l'arbitrage et les éléments de cadrage un peu plus fins sur comment ça va se passer en 2021 sur ces aspects-là. Bien. Et donc, il reste une dernière diapo sur les perspectives. Oui, voilà. Alors là, je fais le lien en particulier avec ce que ces résultats peuvent apporter comme réflexion, axe de travail, comme observation dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du CEP. C'est-à-dire que le suivi de la mise en œuvre du CEP, c'est notamment voir quelles sont les articulations entre acteurs, soit entre opérateurs et avec nous également, et de voir comment on peut contribuer à optimiser les services pour les bénéficiaires, dans notre écosystème, avec les organismes de formation, avec les opérateurs CEP, nous-mêmes. Donc finalement, ce que ça peut évoquer comme sujet d'échange avec les CEP, entre les CEP, entre Transition Pro et les CEP, c'est justement revenir sur la question des adaptations de parcours. C'est-à-dire qu'il y a à la fois à réfléchir collectivement sur le rôle de chacun à ce niveau-là. Peut-être que nous, Transition Pro, avons un rôle à jouer plus du côté des organismes de formation, et de voir justement quand les CEP disent que les organismes de formation ne jouent pas le jeu sur les adaptations de parcours, que les bénéficiaires ne sont pas armés ou ne sont pas en capacité à aller négocier une adaptation de parcours, c'est peut-être justement de les mobiliser aussi autour de la table sur cette question-là de qui fait quoi à son niveau, comment le CEP peut accompagner ce sujet-là, comment il peut travailler justement ou préparer un travail sur les compétences du bénéficiaire qui permettront d'appuyer une demande d'adaptation de parcours auprès d'un organisme de formation, comment il peut intermédier auprès d'un organisme de formation, et comment nous, on peut éventuellement apporter un appui sur ces questions-là. Donc finalement, voilà, ça pose la question plus globalement de qui peut agir sur quoi dans l'intérêt des bénéficiaires quand il y a des démarches d'évolution professionnelle. Et ça pose la question du périmètre d'action du conseiller en évolution professionnelle, parce qu'il y a encore des choses à faire à ce niveau-là. En particulier pour l'opérateur privé, on voit que le CEP est une activité qui est nouvelle de toute façon, qui est là depuis janvier, dont ils se saisissent très bien, mais où certaines questions montrent qu'il y a encore besoin de se poser et de se dire quel est le périmètre d'action des CEP, et le nôtre aussi, et en définissant le nôtre d'une certaine manière, on les aide aussi à définir le leur. Et puis ça pose aussi justement la question de l'alliance entre les CEP et les bénéficiaires d'un accompagnement CEP, parce que ce qui me fait penser ça, c'est justement le fait que le CEP souhaite avoir en direct accès à des informations qui concernent les demandes des bénéficiaires, et que ça peut questionner un petit peu le lien qui existe entre le CEP et le bénéficiaire. Est-ce que finalement le CEP ne devrait pas traiter directement avec le bénéficiaire sans forcément avoir accès par lui-même en autonomie à des informations sur le dossier bénéficiaire, notamment pour des questions RGPD et tout ça. Voilà, il y a peut-être des choses à travailler là-dessus, et les opérateurs en ont conscience et sont déjà actifs par eux-mêmes sur ces sujets-là, et puis sont très ouverts au fait de travailler avec nous sur ces sujets-là également. Alors c'est vrai que, merci Dimitri pour tout ça. Alors les adaptations de parcours, évidemment c'est un travail énorme qui nous reste encore à mener, et on commence, je dirais, demain avec la présentation des priorités qui se fera d'ailleurs avec à la fois les CEP et les accompagnants dans le cadre du bilan de compétences et les organismes de formation, de manière à porter des messages communs sur ce qui doit être fait et ce qui est attendu. Et évidemment, il va falloir qu'on renforce nos attendus auprès des organismes de formation. Ça n'a pas été un enjeu cette année, ça en sera un clairement pour l'année prochaine. La question de l'articulation entre les acteurs, c'est la question de l'offre de service de Transition Pro. Je pense que là aussi, il va falloir qu'on se pose des questions
sur ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'on a une offre de service à destination des bénéficiaires. Et je crois de plus en plus qu'il faut formaliser une offre de service à destination des opérateurs du CEP, de manière à ce que les appuis que nous pouvons apporter soient clairement identifiés et que le recours à nos appuis le soit également. On parle du recours au CEP, moi je dirais, il y a aussi une question du recours aux appuis qu'on peut apporter. Si le conseiller n'en a pas connaissance, s'il estime que ça peut être perçu de telle ou telle manière, il ne le fera pas. Donc, à nous de mettre ça de manière très claire en visibilité et du coup, ça répond également à la question du périmètre d'action qui va derrière. Après, en termes de perspective, je pense qu'on pourrait rajouter à ça l'utilisation de la perception des CEP et des bénéficiaires pour travailler sur la communication qu'on peut faire du dispositif, c'est-à-dire qu'il y a une complexité réelle et il y a une complexité perçue, et bien souvent la complexité perçue est au-delà de la complexité réelle. Quand on voit la question des délais qui apparaît au-delà de ceux qui sont des délais réglementaires, on sait très bien que les délais ici, ils sont très souvent réduits pour permettre aux personnes d'avancer. Donc, c'est quelque chose qui est perçu comme étant une part de complexité et en réalité, la plupart du temps, on arrive à trouver des solutions par rapport à ça. Donc, voilà, un petit travail sur se dire comment on reboucle tout ça en termes de communication pour parler du PTP plutôt en mettant en avant ses facilitants et en apportant des réponses sur tout ce qui paraît être une complexité pour le recours. Donc, voilà, je pense qu'on a de la matière pour alimenter nos discours en direct auprès des CEP et des bénéficiaires et alimenter notre stratégie en matière de communication sur le dispositif. Et voilà, donc nous arrivons à 10h03, nous étions partis sur 1 heure, mais c'est les 3 minutes du démarrage qui se reportent aux 3 minutes de la fin. S'il n'y a pas d'autres questions en direct maintenant, nous allons terminer. Alors, je laisse 3 minutes, 3 secondes, 20 secondes pour qu'éventuellement des questions apparaissent, mais je pense que voilà, on a déjà répondu à pas mal de choses. Donc, si pas d'autres questions, nous allons terminer là-dessus. J'en profite pour remercier Dimitri et pour le travail mené, mais aussi toute l'équipe, puisque au-delà de cette enquête qui a été menée par Dimitri, on voit bien que derrière, c'est le travail que vous faites tous au quotidien, quel que soit le service dans lequel vous êtes, quelle que soit la mission que vous occupez, vous contribuez tous d'une manière ou d'une autre à rendre le dispositif plus accessible. Et je vous encourage évidemment à continuer. Et je dirais que les premiers retours qui arrivent sur la permanence téléphonique montrent que notre capacité à faire équipe s'en trouve améliorée. Donc je pense que tout ça est vraiment de très bon augure pour la suite. Donc bravo, merci et à tout de suite pour la pause cigarette. Voilà. Florian, tu peux couper, je crois.